We do have some breaking news just coming in from the Supreme Court. I want to get straight over to CNN's Caitlin Polans, who's pulling together the details from us. And this has to do with President Trump's moves to freeze foreign aid. Caitlin, what's happened? Dans certaines occasions, le modèle de réponse institutionnelle change de manière visible, même sans modification formelle des règles. Le matin du 27 novembre, lors d'une session administrative au tribunal de district du district de Columbia, une décision non prévue dans l'ordre du jour initial a interrompu le déroulement d'une analyse technique et provoqué des réactions inhabituelles parmi les membres du ministère de la Justice et de la Commission électorale fédérale. Sans préavis, la juge chargée de l'affaire a ordonné le déclenchement immédiat de mécanismes juridiques rarement appliqués, sur la base de clauses exceptionnelles du titre 42 du Code des États-Unis. Cela a eu pour effet direct la délivrance d'une ordonnance judiciaire ordonnant le gel provisoire des transactions financières liées aux entités associées au comité politique de Donald Trump, couvrant les mouvements effectués entre 2021 et 2023. Il ne s'agissait pas d'un jugement de culpabilité, mais d'une mesure préventive interprétée comme le signe d'un changement de position institutionnelle face à l'absence de coopération volontaire lors des étapes précédentes de la procédure. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Selon des informations provenant des coulisses, la réaction des parlementaires proches du comité de surveillance de la Chambre a été immédiate. Les conseillers présents à une réunion à huis clos convoquée en urgence le même après-midi ont rapporté que certains membres avaient exprimé leur malaise face à ce qu'ils ont appelé une procédure accélérée. Même si la mesure était juridiquement fondée, le moment de son application a été interprété par une partie du groupe républicain comme une tentative de signalement institutionnel. Parmi les membres de l'aile démocrate, l'interprétation dominante était que, au cours des derniers mois, le pouvoir judiciaire avait commencé à réagir plus rapidement aux structures qui manifestaient une résistance systématique au respect des normes comptables et électorales. Le fait que la décision ait inclus dans son corps des termes tels que dissimulation délibérée de la base comptable et incompatibilité entre les bénéficiaires formels et opérationnels a contribué à faire passer l'affaire du domaine technique au centre du débat politico-institutionnel. Dans une déclaration informelle, l'un des procureurs fédéraux travaillant au sein de la division de l'intégrité publique a affirmé que cette décision pouvait être interprétée comme une étape importante en matière de responsabilité préalable, c'est-à-dire avant la confirmation de dommages irréversibles à la transparence du processus électoral. Cette interprétation ne fait toutefois pas l'unanimité. Des experts en droit électoral ont souligné que la jurisprudence américaine est historiquement prudente dans l'utilisation de mesures qui précèdent la défense complète. Ce qui rend le cas actuel atypique, c'est précisément l'ensemble des indices qui ont conduit le tribunal à considérer qu'il existait un risque de détournement de fonds pendant la procédure. Bien qu'aucune accusation formelle n'ait été portée à ce jour, l'ordonnance indique que les structures impliquées opéraient avec un chevauchement des fonctions juridiques et financières, ce qui rendait difficile le suivi direct des fonds provenant d'événements électoraux. La mention explicite de la possibilité d'une dissimulation par le biais de fondations secondaires a accru les inquiétudes des organismes de réglementation et a déclenché l'intervention automatique des unités étatiques chargées de suivre les transferts fédéraux. Le rythme procédural adopté par la Cour s'est également écarté de la norme habituelle. En général, les décisions de cette nature sont précédées d'audiences techniques et de séances de médiation fiscale. Dans le cas présent, la juge a choisi de dispenser cette étape en arguant qu'il y avait déjà eu des tentatives infructueuses pour obtenir la collaboration spontanée des gestionnaires financiers du comité. Le langage utilisé dans l'ordonnance affirmant que les demandes d'information avaient reçu des réponses tactiquement ambiguës, a ajouté un élément de jugement institutionnel qui n'est pas passé inaperçu parmi les juristes. Selon des avocats interrogés sous couvert d'anonymat, cette formulation pourrait servir de précédent pour des décisions similaires dans des affaires futures,
en particulier lorsqu'il existe des indices d'obstruction indirecte par le biais de structures juridiques intermédiaires. L'ordonnance de gel a touché des comptes enregistrés dans au moins 3 États, y compris une fondation qui avait été initialement constituée comme un véhicule de collecte philanthropique, mais qui, selon le dossier, aurait été utilisée pour intercéder dans des transferts à des fournisseurs de campagne sans enregistrement public direct. La décision de la Cour, bien que toujours soumise à révision, a autorisé la notification des institutions financières sur la base du principe d'intégrité de l'audit public. Cela a permis au Bureau du Trésorier national d'émettre des alertes préventives avec effet immédiat, y compris à des banques qui n'étaient pas préalablement répertoriées dans le dossier. Pour les observateurs de la dynamique institutionnelle américaine, ce type d'extension préventive de la portée d'une décision indique qu'il existe, en coulisses, des informations non publiées qui ont accru la perception du risque structurel. Quelques heures après la décision, la défense de Donald Trump a déposé un recours demandant la suspension de l'ordonnance sur la base d'une violation présumée du principe du contradictoire. Le texte de l'appel n'a pas encore été rendu public, mais des sources proches de l'affaire indiquent que l'argument central tourne autour du manque d'opportunité de présenter des justifications documentaires avant la mise en œuvre de la mesure. Malgré cela, la Cour a maintenu sa décision et a réaffirmé que la mesure vise à protéger l'intérêt public et la crédibilité du système financier qui subventionne le processus électoral. Face à de tels événements, il devient encore plus important de suivre de près les décisions qui façonnent, même indirectement, l'équilibre entre l'autonomie des partis et la responsabilité institutionnelle. C'est ce type d'analyse que nous proposons de maintenir ici, en accordant une attention constante à ce qui échappe aux projecteurs immédiats. C'est dans ce contexte que les développements institutionnels ont commencé à s'intensifier progressivement, révélant des liens entre différents niveaux du système de contrôle public qui, jusqu'à récemment, fonctionnaient de manière isolée. Dans les jours qui ont suivi l'ordre de gel, les unités de la Commission électorale fédérale ont commencé à examiner, selon des critères élargis, les rapports financiers soumis par les campagnes associées à des structures de collecte interconnectées. Cette initiative a coïncidé avec la réactivation d'un protocole de vérification croisée entre le fisc fédéral et la division des crimes financiers du ministère de la Justice, un mécanisme prévu mais rarement utilisé dans les cas où l'on détecte un risque simultané d'évasion fiscale et de détournement à des fins électorales. L'action conjointe de ces deux organismes suggère que l'évaluation des risques institutionnels a dépassé le cadre immédiat du litige et a commencé à être traitée comme une question systémique. À partir de là, d'autres institutions ont commencé à s'impliquer, y compris celles dont l'activité est principalement technique. Le Bureau de l'intégrité gouvernementale, rattaché au Sénat, a demandé l'accès aux rapports d'audit interne produits par des cabinets privés engagés pour superviser les dépenses de campagne dans les États clés. Selon des documents obtenus par des médias spécialisés, l'objectif serait de vérifier si les pratiques qui ont motivé le gel ordonné par la juge fédérale reflètent une tendance plus large à l'opacité comptable. Le bureau du procureur général, quant à lui, a renforcé ses équipes d'analyse cybernétique afin de tracer les flux financiers numériques qui auraient pu servir à camoufler l'origine et la destination des fonds. Ces actions n'indiquent pas en soi l'ouverture d'une procédure pénale, mais elles témoignent d'une préoccupation croissante quant à la possibilité que certaines pratiques aient échappé pendant des années au contrôle des structures de surveillance régulières. L'implication du contrôleur général de l'Union a ajouté une nouvelle dimension à l'affaire. Les techniciens de l'organisme ont identifié que certaines fondations utilisées dans la structure de transfert avaient des contrats de nature consultative avec des entreprises basées en dehors du territoire américain, dans des juridictions connues pour offrir la confidentialité fiscale. Même si ces opérations ne constituent pas nécessairement une illégalité, l'absence de mention explicite de ces relations dans les documents publics de reddition des comptes a soulevé des doutes quant au degré de respect des principes de transparence exigés dans les campagnes présidentielles. Parallèlement,
le Bureau de conformité électorale du Parti républicain a envoyé un mémorandum interne alertant les directions régionales sur la nécessité de revoir immédiatement toutes les transactions financières enregistrées au cours des 2 derniers cycles électoraux. Bien que ce document ait un caractère préventif, il a été interprété par les membres du parti comme une reconnaissance tacite du fait que la situation actuelle pourrait dépasser le cas isolé d'un comité spécifique. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'épisode a également été suivi par des observateurs internationaux. Des organisations spécialisées dans l'intégrité électorale, telles que l'Institut Carter et International IDEA, ont publié des communiqués soulignant l'importance de cette affaire en tant qu'indicateur des vulnérabilités systémiques dans les démocraties consolidées. Selon ces rapports, la dépendance croissante à l'égard de structures financières difficiles à tracer, combinée à une action politique concentrée sur des personnalités publiques ayant de multiples liens avec le monde des affaires, représente un défi croissant pour le système institutionnel américain. Cette interprétation commence également à être prise en compte par les centres universitaires. Des études en cours à l'université de Georgetown et à l'université de Stanford ont commencé à utiliser cet épisode comme étude de cas sur les limites de la surveillance dans les environnements politico-financiers qui opèrent entre les frontières légales et les zones grises de la réglementation. À ce panorama s'ajoute la complexité juridique entourant la définition de ce qui constitue un détournement de finalité dans l'utilisation des ressources collectées par les fondations associées aux candidatures. Les juristes interrogés par des médias spécialisés soulignent que la législation actuelle, bien que solide en termes de principes généraux, présente des lacunes d'interprétation lorsqu'elle est confrontée à des structures qui utilisent plusieurs niveaux juridiques pour diluer la propriété réelle des fonds. Cette difficulté à attribuer directement la responsabilité fait l'objet d'une analyse par des groupes de travail du Conseil des normes comptables gouvernementales, qui a récemment proposé la création de directives supplémentaires pour le suivi des fonds dans les campagnes à forte densité financière. Bien que ces mesures en soient encore à un stade préliminaire, le fait qu'elles aient été accélérées après la décision judiciaire indique que le système tente de réagir non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan normatif. Dans le même temps, le Congrès a commencé à discuter, de manière encore informelle, de la possibilité d'élargir les mécanismes de transparence électorale sur la base de 3 axes. L'obligation d'identifier le bénéficiaire final des fonds, la limitation du recours à des entités intermédiaires dans les transferts de fonds de campagne et l'obligation de divulguer en temps réel les transferts supérieurs à un certain montant. Ces discussions n'ont pas encore abouti à des propositions législatives, mais elles montrent que cet épisode a provoqué une réarticulation des intérêts au sein du pouvoir législatif. Un exemple clair en est la récente rencontre entre les représentants des comités d'éthique de la Chambre et du Sénat, qui agissent historiquement de manière séparée, mais qui ont cette fois-ci choisi de tenir une réunion conjointe pour discuter des voies réglementaires possibles. Parallèlement, la presse spécialisée s'intéresse de plus en plus non seulement au contenu de la décision, mais aussi à la position de la magistrature fédérale face à des normes qui passaient auparavant inaperçues. Les éditorialistes de médias tels que Politico, The Hill et Lawfare suggèrent que la décision de la juge n'est pas un cas isolé, mais s'inscrit dans un mouvement plus large, dans lequel le pouvoir judiciaire américain commence à exercer avec plus d'assurance sa fonction de contention institutionnelle. Selon les analystes, ce mouvement s'intensifie dans les moments où s'accumulent des tensions politiques qui ne peuvent être résolues par d'autres moyens. Il est encore trop tôt pour savoir si cette position se consolidera en tant que tendance ou si elle sera traitée comme une exception. Mais le fait est que la combinaison de facteurs techniques, juridiques et politiques qui sous-tendent la décision élargit sa pertinence au-delà de l'affaire. Dans un environnement où des processus parallèles se déroulent sur plusieurs fronts, notamment des enquêtes électorales, des litiges fiscaux et des litiges civils, il est essentiel de comprendre le rythme auquel les différentes institutions réagissent au point de tension. C'est précisément ce type d'analyse qui vise à cartographier les mouvements les moins visibles que nous entendons continuer à proposer ici,
avec cohérence et clarté. Selon les informations actuellement disponibles, la décision provisoire rendue par le tribunal continue de susciter des divergences importantes entre les spécialistes du droit électoral et de la gouvernance institutionnelle. D'un côté, certains juristes considèrent cette mesure comme une réponse appropriée face aux indices répétés d'évasion fiscale structurée, susceptibles de compromettre la traçabilité des fonds investis dans les campagnes électorales nationales. Pour ces analystes, le caractère exceptionnel de la mesure ne réside pas dans son adoption en soi, mais dans le constat que les mécanismes traditionnels de contrôle étaient contournés par des structures complexes, opérant à la frontière entre ce qui est autorisé et ce qui est opaque. L'utilisation répétée de fondations à la propriété fragmentée, combinée à l'absence de preuves claires de l'origine et de la destination de certains transferts, renforcerait, selon cette interprétation, la légitimité d'une intervention suspendant immédiatement le fonctionnement financier des entités concernées. En revanche, d'autres experts s'inquiètent des effets de précédents de ce type sur l'équilibre des pouvoirs. Pour ce groupe, l'application de mesures conservatoires ayant un impact direct sur les structures des partis peut entraîner des distorsions institutionnelles si elle n'est pas accompagnée de critères clairs et rigoureux. L'absence de contradictoire préalable, ajoutée à la portée territoriale des mesures, soulève des questions quant à la proportionnalité de la décision et à sa compatibilité avec les garanties procédurales prévues dans le cadre d'une procédure régulière. Même si la décision met l'accent sur le caractère d'urgence et la nécessité de protéger l'intégrité du processus électoral, les critiques soutiennent que le pouvoir judiciaire ne doit pas assumer une fonction de substitution en matière de contrôle politique. Dans ce scénario, le risque serait d'amplifier la judiciarisation de litiges qui, en théorie, devraient être résolus par les canaux propres aux structures partisanes et législatives. Le fondement juridique utilisé fait également l'objet d'un débat. La clause citée dans l'ordonnance relative à la protection de l'intérêt public face à une éventuelle dilapidation du patrimoine d'agents liés à des campagnes électorales avait déjà été mentionnée dans des décisions isolées, mais jamais avec la même portée. Certains constitutionnalistes soulignent que son utilisation exige des paramètres bien définis sur ce qui constitue un risque de préjudice institutionnel. Le texte de la décision, en mentionnant des expressions telles que probabilité technique de dissimulation récurrente et superposition intentionnelle de liens opérationnels, ouvre la voie à des controverses sur les critères qui légitiment l'application de la mesure. Pour les observateurs extérieurs, cet épisode met en évidence une zone normative encore en cours de consolidation, dans laquelle la tension entre rapidité préventive et sécurité juridique reste sans solution définitive. Un autre aspect de l'impasse concerne le rôle du système partisan face aux allégations d'opacité financière. Dans des communiqués internes, les dirigeants du Parti républicain ont réaffirmé leur engagement en faveur de la légalité des campagnes et ont critiqué ce qu'ils ont qualifié de utilisation disproportionnée des instruments judiciaires contre les adversaires politiques. La réaction institutionnelle a été modérée mais ferme, incluant la mobilisation de représentants des États pour faire pression en faveur d'un contrôle accru de l'initiative des juges fédéraux dans les affaires ayant un impact politique direct. D'autre part, les membres du Comité national démocrate ont commencé à défendre l'idée que cet épisode met en évidence la nécessité d'une révision en profondeur des règles de financement électoral, en mettant l'accent sur la traçabilité complète des ressources intermédiées par des entités liées à des personnes ayant une activité politique importante. Il en résulte un environnement de conflit d'interprétation qui dépasse la sphère juridique et s'étend largement au niveau législatif et institutionnel. Il n'y a pas non plus de consensus sur les limites de l'intervention du pouvoir judiciaire, même provisoire, dans la structure de financement des campagnes. Certains constitutionnalistes soutiennent que face à la multiplication des entités juridiques peu transparentes et à forte rotation comptable, l'intervention judiciaire devient non seulement légitime, mais nécessaire. D'autres soutiennent que ce type d'action peut avoir des effets secondaires sur le principe de neutralité institutionnelle, en particulier lorsqu'il vise des acteurs très visibles du public.
L'équilibre entre ces positions reste l'un des principaux défis de l'architecture démocratique contemporaine, non seulement aux États-Unis, mais dans toutes les démocraties qui coexistent avec des structures de financement électoral hybrides, privées et difficiles à contrôler. Pendant ce temps, le système institutionnel continue de réagir. Les organes de contrôle analysent les ajustements réglementaires. Les secteurs du pouvoir législatif proposent de nouveaux critères de transparence et les opérateurs juridiques réexaminent des concepts auparavant considérés comme acquis. Cependant, rien de tout cela ne se produit de manière linéaire. Le scénario reste ouvert, les interprétations continuent de faire l'objet de débats et les effets pratiques de la décision dépendront autant de la résistance juridique des partis que de la capacité des institutions à soutenir, réviser ou moduler le précédent actuellement en discussion. L'observation attentive de ces mouvements permet de comprendre pourquoi certains épisodes deviennent des jalons institutionnels avant même qu'un jugement définitif ne soit rendu. C'est ce type d'analyse qui continuera d'être approfondi, en mettant l'accent sur ce que les processus révèlent, non seulement sur les faits eux-mêmes, mais aussi sur les dynamiques qui structurent et façonnent le système dans son ensemble.